On se prépare en coulisses à enregistrer ce podcast, le 442e podcast des technos, un podcast audio évidemment, qui est aussi un podcast vidéo. J'insiste sur le mot podcast, juste pour un peu énerver les défenseurs. Podcast. Podcast. Et comme vous le voyez dans ce podcast, si vous le regardez sur YouTube, par exemple, nous avons à ma gauche, notre Suisse Thierry Weber, et de l'autre, à ma droite, le Picard Aurélien. Comme je suis... désolé, moi je vous parle depuis la Bretagne avec ma marinière. Oui, c'est parce que voilà, il y a un saut, voilà, il y a une espèce de porte des étoiles près de chez lui. Il aimerait bien être français. Non, breton, surtout pas français. Breton, voilà, c'est ça. Sans doute pour la nourriture et le climat, c'est ça ? Tout à fait, tu as très bien résumé. Un épisode de Techno, si vous le découvrez à l'instant, ça se fait en deux parties. C'est une partie qui est le dossier, la seconde partie, le dossier. On parlera smartphone et son encore, parce qu'on a parlé déjà de son sous un tout autre angle la semaine dernière. Il est encore question de son, celui que vous mettez vous-même tous les jours peut-être dans les oreilles. Un dossier donc compilé par mes petits camarades. Et avant ça, la première partie qui est l'actualité technologique vue sous l'angle des technos, c'est-à-dire peut-être pas de la même manière que tous les autres podcasteurs ou sites technologiques. Ce sont des informations qui ont semblé pertinentes et intéressantes à mes petits camarades et qu'ils ont envie de partager avec vous. Et pour ce faire, on vous propose également de retrouver toutes les sources, tous les liens dans la description de cet épisode, que ce soit sous la vidéo sur YouTube, puisque ce podcast est filmé, et également dans la description de l'épisode donc il est en dans vidéo. Les plateaux. C'est ça, exactement. Également. Sur Spotify également. Oui, c'est ça. C'est des images qui bougent, c'est etc. intéressant. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas de la télé. Et c'est pas de la radio. C'est un podcast. C'est quand même un podcast. C'est quand même un podcast. Donc, comme ceux qui nous écoutent pas, je m'en fous. 442e épisode, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne doit pas traîner, qu'on va directement attaquer avec la première lettre de notre abécédaire. Abécédaire qui articule cette fameuse revue de presse. Voici le journal. Allez, on va commencer, quelle surprise, par la lettre A, comme Apple. C'est Aurélien qui s'y colle pour parler d'Apple. J'ai toujours peur quand Aurélien commence à parler d'Apple. Apple qui doit verser... Ah, c'est une question de pognon, évidemment. On va dire du mal. Ouais, on va dire du mal d'Apple. Il doit verser de l'argent à certains possesseurs d'iPhone. Et pourquoi donc il va... Je serais intéressé... Oui, vas-y. Ouais, je vais vous faire gagner de l'argent. Vas-y. C'est bien, hein. On commence le podcast comme ça. Alors, ne vous réjouissez pas trop vite parce qu'il y a quand même des mais et des si et des conditions. Donc, si vous êtes résident canadien, perdu, Marc. Ah, ça commence mal. Mais, et pas au Québec. Pas Bruno. Et que vous étiez en possession avant le 21/12/2017 d'un iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 ou 7 Plus, pour être tout à fait clair. Et bien, vous avez jusqu'au 2 septembre pour remplir un petit formulaire de manière à ce que Apple vous donne de l'argent. Génial, non ? Pourquoi ? Je trouvais que c'était assez, j'ai trouvé que c'était assez cocasse. On en avait déjà parlé, il me semble, il y a quelques années du Batterygate. En fait, il y a eu un recours collectif par rapport à cette affaire-là, parce que nos amis de chez Apple, ayant craint pour, enfin, alors la raison, la raison est pas facile à expliquer. Mais ils ont été accusés d'une pratique qui consistait à intentionnellement ralentir le smartphone pour préserver l'autonomie. Et donc voilà, le jugement a eu lieu. Alors, est-ce que c'est pour prolonger l'autonomie ou pour vous forcer à acheter le dernier modèle? Je ne me prononcerai pas. En tous les cas, vous pouvez donc jusqu'au 2 septembre, sous les conditions que j'ai évoquées,
remplir un petit formulaire en ligne et Apple vous donnera entre 17,5 et 150 $ canadiens, ce qui ne fait pas une somme non plus qui va vous rendre millionnaire, mais bon. Bon, c'est un dédommagement, on va dire. Mais l'argument, si je reviens je me rappelle très très bien, moi, Thierry aussi sûrement, de cette histoire-là, parce qu'ils avaient fait ça un peu sans le dire. Il faut rappeler ce détail aussi, c'était fait un petit peu, les gens se plaignaient, disaient, tiens, la dernière mise à jour, depuis que j'ai fait la dernière mise à jour, c'est devenu un cale-porte, mon téléphone. Et tout le monde était fort étonné, parce que un iPhone en général, c'est un bon téléphone. Et par investigation, je ne sais plus si c'est un client ou un expert qui a découvert le poteau rose, finalement, Apple, effectivement, a dit, oui, mais c'est parce que pour que votre batterie tienne plus longtemps, on a bridé en quelque sorte l'appareil les performances. Et les performances de l'appareil pour que vous puissiez garder votre batterie plus longtemps. Ce qui part d'un bon sentiment, mais on aurait bien voulu en tant qu'utilisateur avoir le choix. Voilà. D'après les articles que j'ai mis en source, il y en a 2, je crois. Oui. Il y a, Apple continue à nier. C'est-à-dire qu'ils ont été condamnés. Il y a une procédure collective, en tous les cas au Canada, et ils doivent indemniser. Alors, pour info, ils estiment que le préjudice va leur coûter 10 millions d'euros, rien qu'au Canada. Oui. Juste oui. un truc, il nie les accusations d'obsolescence programmée. Il nie pas l'histoire que j'expliquais de réduction des ressources, de préserver la batterie. Hein. C'est de ça dont il est question. Ils ont été accusés d'obsolescence programmée, d'avoir introduit un système qui faisait en sorte que les gens se débarrassaient plus tôt que prévu de leur appareil pour en acheter un autre. Oui, mais ça, il le nie. Il nie que c'est de l'obsolescence programmée. Il nie pas d'avoir fait ça. Il nie de l'avoir fait pour créer de l'obsolescence programmée. Non, mais mais ça très bien tempérer vos propos. Bon, on va te laisser la parole. En tous les cas, je finirai juste en disant qu'il y a d'autres collectifs dans d'autres pays qui se sont montés, notamment aux US, où là il y a 500 millions de dollars en jeu. Donc on va encore entendre parler, mais je trouvais quand même que bien sûr. Apple, sans reconnaître, en niant toujours ce qu'on vient de dire, commence à donner de l'argent à ses utilisateurs. Je trouvais que la news était quand même assez atypique et moi j'ai jamais vu ce genre de pratique. Si, plein de fois. Si, c'est arrivé. La première fois, c'était sous la pression des fans entre guillemets d'un YouTuber qui s'appelle Casey Neistat. Et qui avait mis en évidence le fait qu'au début de l'iPod, le remplacement de la batterie coûtait quasiment le prix de l'iPod. Et il s'était indigné de ça. Il y avait campagne d'affichage, etc., un peu à la pirate dans les rues de New York, etc. Et ça a fait un buzz, ce qui a fait la popularité du mec en question. Et Apple a dit, ok, ça va, c'est vrai, on a un peu exagéré, on va faire un remplacement gratuit ou je ne sais plus, ou avec une somme inférieure. Plus tard encore, sans que c'est sur l'iPhone SE, première version, les gens se plaignaient du fait que la batterie vieillissait un peu vite, ou un peu plus vite que d'habitude, et là aussi, ils ont réduit le coût du remplacement de la batterie. Donc c'est le genre de choses qu'Apple a déjà fait dans le passé. Je ne veux pas dire qu'ils le font chaque fois, il faut être honnête, mais ils l'ont déjà fait. Dire que ça ne se passe jamais, qu'il faut toujours un procès pour y parvenir, c'est faux. Ben, voilà. C'est juste ça. Je parlais de manière plus générale et pas que chez Apple. Oui, bien sûr. Ah oui, mais ça, je suis d'accord. Ouais. Je ne défends pas Apple spécifiquement, mais il faut être précis. Parce que certes, effectivement, quand ton appareil devient un cale-porte, t'es pas content. Que Apple l'ait fait pour dire, voilà, changer d'appareil, à ce moment-là, oui, c'est de l'obsolescence programmée. Si c'est pour préserver la batterie et que ça s'explique, il y a discussion, quoi. Est-ce que c'était volontaire, pas volontaire? Est-ce qu'il y avait une volonté de le cacher et de ne pas le cacher? Est-ce que... il reste nombreux d'un doute. Et on peut comprendre pourquoi il nie à ce moment-là. Qu'en pense Thierry, qui ne dit rien pour l'instant et rit dans sa barbe? Moi, je suis neutre, je reste le sujet. Ouais, on dit ça. Non, mais c'est... Alors, moi, je vais peut-être tempérer la chose, c'est parce qu'en fait, il se calque sur ce qu'il serait censé dépenser, mais on parle de modèles quand même assez anciens, puisqu'on est au 15. Donc, on oui, mais c'est parce qu'il y a une durée du procès. Compter, tabler. Oui. Voilà.
Oui, non, mais je pense que ça, c'est pas fait par hasard, hein. Ça fait perdre du temps, et puis ça s'étale dans le temps. Et donc, dans la finalité, il n'y a pas tout le monde qui va faire cette démarche de remplir le petit formulaire et de dépenser et il y a ça aussi, du temps pour recevoir l'argent. Ouais. Mais oui, c'était une news croustillante. Merci Aurélien, effectivement, de la relayer. Le temps de la justice n'est pas le temps de la batterie, n'est-ce pas? Tout à fait. On n'est pas dans la même temporalité, surtout sur une batterie de smartphone en l'occurrence, qui a quand même tendance à se casser la figure assez rapidement. Ok, merci beaucoup pour cette news. Passons donc à la suite avec la lettre F, comme fritage. Alors, dans certains pays, comme la Belgique par exemple, se friter, ça veut dire se disputer. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi en France ou en Suisse. On dit on peut se friter avec quelqu'un. Voilà. Ici, en Belgique, je ne vous fais pas de dessin, les frites, ça a aussi une image propre à notre gastronomie, certes, et ça n'a rien à voir, Thierry. Tout ça n'a rien à voir avec ce dont tu vas nous parler. Rien. Non, c'est grâce à Aurélien, parce qu'effectivement, il m'a mis l'eau à la bouche, mais on va pas parler de frites, je suis navré. Mais on va parler de fritage flash ou fritage SPS. Son petit nom, c'est Spark Plasma Sintering. C'est Aurélien qui m'a partagé effectivement les liens que vous trouverez en description de cet épisode sur un prix qui récompense plusieurs sociétés, plusieurs startups, plusieurs porteurs de projets innovants en France. Alors c'est présenté sous la forme d'un roadshow, d'un road trip qu'ils ont fait comme ça. Je me pose des questions on se posait des questions avec Aurélien sur le choix des... Il souffle des bougies en même temps. Non, j'enlève les poils de chien sur mon iPad. Voilà, comme ça vous savez tout. Tu veux mon passo? Ah oui, tiens. Pas con. Donc je disais merci Aurélien d'avoir fait découvrir ce prix qui est porté par un magazine, une chaîne de télé en France, et qui sont à l'origine justement de cette espèce de, on va dire, de tour de France pour récompenser, mettre en lumière des sociétés innovantes. Et grâce à ce prix et à ces liens, j'ai appris effectivement ce que c'était le Spark Plasma Sintering. La société qui porte ce projet s'appelle Sintermat. Je vous invite à aller voir la vidéo du monsieur qui répond aux questions des deux dames qui sont sur scène. C'est assez drôle de savoir que le monsieur en question a un peu de peine à s'exprimer, à raconter sa technologie, là où derrière, c'est vraiment franchement bluffant. Alors il faut imaginer qu'en fait, c'est un procédé innovant dans la métallurgie, et plus précisément celle des poudres. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire chauffer un four à plusieurs centaines, milliers de degrés pour après y plonger un moule et puis ainsi forger une pièce, eh bien, ils ont simplement inventé, je dis simplement, mais c'est quand même assez balèze, ils ont inventé un principe qui est en fait un moulage par injection de poudre, donc ces fameuses poudres métalliques, mais en fait, on va pas faire cuire tout ça, on va compresser les poudres, je vous la fais très très, schématique, hein. On va compresser ces poudres et on va lui injecter un courant très très fort pour que, en quelques minutes, là où il faudrait des heures pour chauffer un four, eh bien, on crée une forme métallique qui va comme ça s'agglomérer, se lier. Si vous allez sur le site, vous verrez effectivement la différence entre ce qui est un pressage à chaud pendant 1 heure versus un fritage flash de 10 minutes. Donc on va être très efficace en matière d'énergie, mais aussi pour la solidité du matériau, et le résultat de cette presse va être vraiment totalement différent. On n'a plus d'aspérité, on n'a plus de trous. On a vraiment une matière tout aussi solide et qui aura effectivement consommé beaucoup moins d'énergie. Moi, ce qui m'amusait dans cette news, c'est que j'ai appris quelque chose. On n'a pas fini, si on voulait parler, par exemple, du grand monde de l'impression 3D. Ça rejoint un petit peu ça, j'ai envie de dire, parce que là, on est de nouveau sur une matière qui est là sous la forme de poudre et qui prend forme sous la forme d'une pièce tout à fait tangible. Et puis, on peut imaginer peut-être qu'à terme, ce genre de technologie puisse atterrir dans nos foyers, quand bien même c'est pas forcément le but de tout ça, mais on arrive effectivement à être efficace en matière de
de consommation d'énergie pour une efficacité de force physique sur ces pièces de métal. Dernière petite chose, comme je vous l'ai déjà dit, allez voir la vidéo, cette remise de prix. Je me suis beaucoup amusé parce que je suis moi-même à fond dans la dernière ligne droite d'un de mes prix, voilà, exactement. Le meilleur de la pub qui se tiendra dans moins d'un mois et qui effectivement, ben voilà, c'est un métier que d'organiser tout ça. Mais voilà, trêve de plaisanterie. J'ai trouvé très très fort que voilà, vous avez un monsieur qui est pas forcément à l'aise à parler sur scène et tout, mais qui est porteur d'une sacrée belle technologie. Moi, ça m'a épaté. Et donc, bravo à lui, parce que je pense qu'il y a de très très beaux débouchés là derrière. J'ai envie de dire, et je profite de l'occasion, si vous avez des prix à remettre, faites appel au service de Thierry, il fait ça très très bien. Animation de prix, bar mitzvah et autres. Voilà. Et les enterrements aussi. Et les enterrements, et il se fera un plaisir de venir remettre des prix. C'est pas, par contre, aller dans les rayons du magasin pour aller remettre les étiquettes de prix, ça il ne fait pas. Ça, il ne fait pas. Que pense de cette technologie? Que pense notre ami Aurélien, qui a vu un peu cette news forcément? Oui, bah oui, parce que j'avais piqué la news Apple pour Thierry, alors j'en ai rendu une. C'est ça, ils échangent leur sujet. Ah non, mais il faut préparer un épisode avec Thierry, on pourra écrire un roman après. Mais... Bien sûr. Oui, et nous, on fait des podcasts, pas des romans. Oui, c'est Thierry parlait de poudre en impression 3D. Oui, il y a beaucoup maintenant d'impression 3D professionnelle qui partent de poudre. Alors généralement c'est des poudres plutôt de polyamide et autres plastiques qui sont soit agglomérées à partir d'un liant comme une encre, notamment HP a une technologie comme ça, et beaucoup plus ancienne il y a aussi le SLS, Selective Laser Sintering, où on vient fusionner couche par couche à l'aide d'un laser des couches de poudre pour en former des pièces. Mais on n'arrive pas du tout au niveau de solidité. Et je pense que la technologie que Thierry a présentée là, dans l'automobile, pour les petites séries ou des protos, ça peut être très 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 intéressant. Il n'y a pas aussi une technologie par catalyse, ou je dis une bêtise, qui permet de rajouter des couches en faisant passer un courant électrique dans la pièce, un petit peu comme quand on fait un pare-choc de voiture, qu'on appelle ça encore le brillant, là, le chrome. Le vernis. Le chrome. Le chrome. Le dépôt de chrome par dépôt de chrome. Ce genre de, il me semble avoir lu un truc là-dessus, mais je peux me tromper, je ne suis pas spécialiste. Mais si quelqu'un l'est et qui nous écoute, n'hésitez pas à partager vos sources avec nous. C'est intéressant comme truc, vraiment. Alors après, il faut un peu se projeter pour voir quelles applications en faire, mais oui. ça a fait sens en même temps. Passons à la suite. On parle de Google dans cet épisode. On a donc une lettre G avec Aurélien. Circle to Search débarque sur Android, mais Kasako, pour ceux qui ne connaissent pas Circle to Search. Alors, Circle to Search, je trouve que c'est une très belle innovation pour, en termes d'expérience utilisateur. On avait fait un dossier il y a quelques semaines, mois, sur l'expérience utilisateur. Et combien de fois alors certes le smartphone a plein de qualités, mais alors quand vous êtes sur un site ou sur votre smartphone et que vous devez faire un copier-coller, faut sélectionner ce qu'on a envie de sélectionner, faut le copier, faut aller dans un autre onglet, le coller. Enfin, moi j'ai jamais trouvé ça très pratique. Alors oui, on peut le faire dans une gare et voilà. Et donc Google, via Android, va un petit peu révolutionner le truc et sort donc sur les Pixel et certains Samsung cette fonctionnalité qui va vous permettre donc d'entourer ou de crayonner une partie de votre écran. D'une image, par exemple. Une image. D'une photo. Et qui va, par exemple, vous permettre d'aller directement le rechercher sur Google.
il y a des vidéos dans les liens que je vous ai montrés. Vous voyez une photo de quelqu'un qui a des chaussures. Bah, vous voulez savoir, tiens, ces chaussures me plaisent, où je peux les trouver. Directement, vous pouvez biffer les chaussures là et il va vous mal, dire. Ouais. Moi, j'aime bien. Oui. Non, franchement. Je parle pas des chaussures, je parle pas des chaussures. Non. D'autant que là, je vois des lunettes. Donc, mais je veux dire, sur le principe, c'est malin. C'est réellement utile et c'est réellement une avancée en termes d'user interface. Moi, je suis le premier à souligner le truc. Ça vous permettra aussi, quand il y a du texte, de l'entourer et dire ça, je veux le traduire en... Enfin, vous êtes sur un site en langue étrangère, ça marche aussi. Ah, génial. Donc voilà. Alors, ça me permet aussi de parler de tout ce qui va changer avec le Search Generative Experience de Google, qui a été annoncé il y a quelque temps sur le Google I.O. Google dit ça permettra de comprendre un sujet plus rapidement et découvrir de nouveaux points de vue. Alors, on sait très bien que à force que Google apprenne sur vous, apprenne sur ce que vous faites, on resserre l'entonnoir de ce que vous propose. Ouais, bah oui. Alors ça me fait rire qu'ils écrivent « vous donnez de nouveaux points de vue ». Oui. Mais en tous les cas... Vous donnez en tout cas le nôtre, quoi. Nos nouveaux points de vue. Voilà. J'ai copié-collé la phrase que j'ai mis dans mes notes parce que j'ai trouvé ça tellement énorme que... En tous les cas, on l'a déjà dit il y a quelques semaines ou mois, le but des moteurs de recherche comme Google, c'est de vous fournir un maximum d'informations sur leur page pour éviter que vous alliez sur d'autres sites. Bien sûr. Pour des questions de pépette, évidemment. Et ils disent que ça ne devient plus un moteur de recherche, mais un moteur de résultats. J'aime bien l'expression. Au moins, c'est il y a un peu de c'est de la finesse dans la réflexion. Moi, je trouve ça bien encore, parce que l'autre phrase, c'est franchement, c'est foutage de gueule. Ici, il y a, c'est autre chose. Bon, les choses changent à ce niveau-là. Les choses changent quand vous. Non, mais les questions, je ne sais plus comment on appelle ça, là, les questions que vous avez, vous faites une recherche sur Google, vous avez une liste de questions, vous cliquez sur la question et vous avez une réponse. Oui, c'est une espèce de proposition, je ne sais, j'apporte un nom, mais j'ai oublié, mais effectivement. Extraite d'un site web sans aller sur le site web. C'est... Moi, il y a des fins commerciales derrière tout ça, je vais pas le nier et je peux pas le. Ben non, ça. On peut pas l'exclure. Mais tout ce qu'ils feront, notamment sur smartphone, le fait qu'on ait une expérience de plus en plus intuitive et de plus en plus facile, dans le sens où on sait vers quoi l'utilisateur, enfin, on essaye de deviner vers quoi l'utilisateur veut aller, où aller. Il voit des belles chaussures, il a envie de s'en acheter une paire, il voit des lunettes. Oui, et puis l'aspect, il y a aussi la place de marché qui va avec, on ose l'imaginer, et donc c'est intéressant aussi pour, au-delà de la publicité, des data, qui est c'est un peu le moteur de, c'est le cas de dire, de Google, d'essayer de récupérer de trouvailles. Mais voilà, et donc du coup, bah oui, on comprend l'intérêt. J'entoure les chaussures, il me propose directement le site marchand chaussures en stock, et vous pouvez les acheter directement. C'est top pour le bientôt commerce. Il y aura le bouton acheter à côté sur Google et ça, on passera même plus par les sites. Mais il fallait qu'on arrive là à un moment donné. Moi je me rappelle il y a facilement une petite quinzaine d'années, je dirais 12-13 ans, quelque chose comme ça, j'avais reçu la créatrice d'une start-up, et c'était leur modèle, c'était d'arriver à faire en sorte que tu fais la photo d'une comédienne à la télévision dans un feuilleton, etc. Tu cliques sur le truc et il y a des propositions de tenues qui ressemblent. Mais à ce moment-là, on était vraiment loin encore de des IA, etc. Mais le modèle, en gros, c'était pas complètement crétin. Après, ils ont dû passer à autre chose parce qu'ils n'avaient pas les fonds nécessaires pour tenir jusqu'à aujourd'hui. Mais l'idée était un peu avant-gardiste quand même. Donc voilà. Alors après, ça pousse à la consommation. Moi, je suis pas totalement pour l'idée, mais technologiquement, moi, ça me paraît tout à fait judicieux. Voilà. Je sais pas ce qu'en pense Thierry. Moi, je suis un peu.
Oui, Ouais. oui, parce que ça me rappelle. Mais des marinière, choses, il suffit tout de ça. taper marinière, hein, on est d'accord. C'est bon. Oui, voilà. Ça ira plus vite de taper marinière que Non, d'aller non, sélectionner ta marinière. Je veux dire, c'est clair. non, mais c'est amusant cette news parce que j'ai l'impression que là, pour le coup, ils sont un peu de la revue, nos amis de chez Google. Alors certes, la prouesse, c'est qu'ils l'ont intégré à l'OS, donc j'imagine que l'expérience utilisateur, elle est vachement sympa puisque tu surfes et puis hop, tu fais ton tourage et hop, il se met en place une recherche. Mais tout ça, cette techno et ce principe-là, même jusqu'à aller à la boutique, existe depuis pas mal de temps chez nos amis de Pinterest. Pinterest, qui est ce Ouais. fameux collectionneur de tendances, d'images, d'ambiance, etc. Et combien de fois je me retrouve à aller voir, bah oui, hein, je me refais pas, mais je vais voir des galeries Ah, c'est Pinterest toi. sur la van life, et tout d'un coup, voilà, c'est moi, et tout d'un coup, je vois un objet, une pièce bien précise. Il suffit effectivement de dessiner là pour le coup un petit carré, c'est pas un rond, voilà, et ça va effectivement chercher des images similaires jusqu'à pourquoi pas proposer effectivement aussi les boutiques en ligne qui sont à annoncer leurs produits sur tout ça. Donc ouais, c'est assez surprenant. Ouais. Alors je dis c'est toi parce que effectivement Pinterest est devenu un site très excessivement féminin avec le temps. C'est vraiment particulier et ils ne s'en défendent pas d'ailleurs. Voilà. Je tenais à le dire parce que comme la patronne de Pinterest, la directrice est francophone et si un jour elle écoute ce podcast, je ne voudrais pas qu'elle pense qu'on ait du mal de Pinterest. Voilà. Non, surtout qu'il y en a pour tous les goûts et comme je te dis là. Sur la van life, on trouve pas mal de choses et force est de constater qu'il y a aussi pas mal d'annonceurs, de boutiques en ligne et tout. Donc, moi, j'ai connu Pinterest où il n'y avait pas de pub, il n'y avait pas d'annonceurs, il n'y avait pas de boutique en ligne. Comme nous ça a tous, évolué, mais ça s'est fait. Mais pour leur défense, je trouve que ça s'est fait de façon assez fluide. C'est pas trop téléphoné, ça reste agréable de se balader dans des mood boards, moi comme ça que je les appelle. Si on est dans une thématique précise, c'est une bonne source d'inspiration. Ouais. Parfait. Bon, merci pour ce sujet, Aurélien. Merci, Thierry, pour ton apport. Et je vous propose de passer à la lettre suivante. X. H comme X. Comme boson. Et non pas X, parce que de temps en temps il y a déjà le boson de X. Non, ça c'est le boson de Jackie, parce que c'est Jackie X, qui est un pilote automobile ultra célèbre et belge de surcroît, qui a une actualité, figure-toi. Tu rigoles, Thierry. Mais non. Mais si, parce qu'il il a participé à la création pour la 7e fois d'une montre, parce qu'il est très pote avec le patron d'une firme qui fabrique des montres, d'un horloger très connu, et j'avais son nom en tête là tantôt et je l'ai oublié maintenant. Chopard, voilà, me semble-t-il. La maison Chopard. Ouais, et donc je pense que c'est la 7e montre à laquelle il participe à l'élaboration et dont il ferait d'ailleurs la publicité, des photos de lui avec la montre, etc. à son poignet. Voilà, juste une petite parenthèse comme ça pour ceux qui aiment les montres. Je pense qu'on a justement un auditeur de ce podcast sur YouTube qui lui-même a une chaîne YouTube qui n'est pas un podcast, qui parle de montres de luxe, et donc il doit avoir des informations là-dessus. S'il nous écoute encore, s'il est encore du nombre de nos auditeurs, qu'il n'hésite pas à se manifester et à nous en dire plus, s'il en sait plus. Quoi qu'il en soit, on parle ici du boson de Higgs, H-I-2-G-S, Peter Higgs, ce monsieur qui est décédé il y a peu, Thierry. Même pas 3 jours à l'heure où on enregistre effectivement ce podcast disponible en vidéo. Vous pouvez l'écouter comme vous pouvez le regarder. Voilà, ça c'est fait à nouveau. Oui, Peter Higgs qui a une grande patience. Moi, j'avais envie de partager cette news avec vous, non pas sur le décès, mais un petit peu sur son parcours, puis aussi quelle répercussion il y a eu pour le LHC, le fameux accélérateur de particules à Genève, le CERN, puisque en préparant ce dossier, ce sujet,
j'ai réalisé que le CERN a vu le jour en 1954. Je le voyais pas si vieux, hein. C'est vraiment quasiment au sortir de la guerre que l'Europe s'est mise à travailler ensemble pour pouvoir donner vie à cet accélérateur de particules. 10 ans après seulement, Monsieur Higgs, très virtuellement, a émis l'hypothèse du boson qui a effectivement porté son nom. On appelle ça une particule, mais il y a aussi des termes comme le champ de Higgs qui est aussi en fait la façon, on va dire, peut-être presque la plus vulgarisée possible pour expliquer en quoi consiste effectivement cette particule élémentaire. On le dit comme la clé de voûte de la structure fondamentale. Donc, il en parle et il dépose tout ça avec un collègue belge. Ils se voient effectivement beaucoup plus tard, tous les deux, nantis d'un prix du Nobel. Mais c'est en 2013 qu'il le reçoit, hein, parce qu'effectivement, c'est une année plus tôt, en 2012, qu'il peut faire la preuve, grâce à l'accélérateur de particules, de l'existence effectivement du boson de Higgs. Pour faire simple, ils ont, grâce à l'accélérateur en question, pu prouver la présence de ce champ, de cette particule, en y voyant son ombre. Alors ne me demandez pas comment, parce que, juste pour vous faire une petite idée, je suis déçu. L'accélérateur de particules du CERN est le plus grand centre de recherche et surtout la plus grosse installation qui permet effectivement d'envoyer de la matière ou de la lumière en collision sur cet anneau qui fait plusieurs kilomètres de diamètre. Il faut savoir qu'en fait, il empiète à la fois la Suisse et la France. Moi, j'ai les clés, oui. j'ai les clés et le code d'entrée. Non, alors, je peux faire mon intéressant parce que je voulais aussi rattacher le CERN à une autre technologie, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le CERN a aussi abrité une célèbre innovation. Si je vous dis Tim Berners-Lee, vous allez me dire Internet. World Wide Web, c'est effectivement Internet, c'est le web. Le World Wide Web qui a vu le jour sur une station Next. Et je suis très fier d'avoir pu rencontrer ce monsieur quand on a fêté, je ne sais plus combien de dizaines d'années de Ton anniversaire, c'était la fête. Il était parti, là. Il anime même les anniversaires, si vous avez besoin. Oui, c'est ça. Il fait tout. Non, mais c'était mignon parce que à l'occasion de cet anniversaire du VVV, du World Wide Web, en fait, ils se sont amusés à rallumer le tout premier serveur web qui était une station Next. Je l'ai vu, j'ai pu la toucher, j'ai vu de près à quoi ressemblait le tout premier serveur web. Ça nous fout un coup de vieux, et ce coup de vieux, c'est pour faire la boucle avec Higgs qui est mort il y a 3 jours, le 8 avril dernier. Un âge vénérable. Oui, il faut 94 ans, voilà, 94 ans, c'est bien. Maladie, voilà, exactement. Voilà. Mais c'était aussi l'occasion pour moi de lui rendre honneur parce que il a sacrément fait avancer la recherche. Et puis, il y avait du belge à bord, puisqu'effectivement, c'était François Engler qui était à ses côtés pour la dépose justement de ce concept du boson de Higgs. Les Belges sont toujours dans le coin à un moment donné, sur le World Web aussi. Il y avait un Belge. Britannique, monsieur Higgs. J'ai oublié de le dire. Merci. Mais voilà, c'est ces choses. En même temps, maintenant, ceux qui ne le savaient toujours pas savent ce qu'est le boson et qu'on dit que c'est le boson de monsieur Higgs, en l'occurrence. Voilà. Et c'est pas le boson de Higgs. Ça, c'est un clown qui joue dans des films un peu chaud. Non. Moyen, celle-là. Alors, oui, c'est ça, moi-même, je suis dépité, j'en peux plus. Bon, passons à la lettre suivante. La lettre R, comme... c'est le nom du projet, j'y peux rien. Research. On dit ça comme ça? Research? Je sais pas, j'ai recopié. Ouais. Comme dans toutes ces études. C'est pas monsieur, moi j'ai recopié. S'il y avait une erreur, j'ai recopié, monsieur. Ce type a un doctorat et il fait que recopier. Voulez-vous...
Ah, tiens, Voulez-vous... Ah, c'est pas facile d'être docteur dans ce bas monde. Non, je te le confirme. Moi, j'étais l'autre jour... Enfin, c'est un autre docteur. Voulez-vous d'un moteur reconditionné dans votre voiture neuve, s'il vous plaît? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est écologique? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que ça a du sens technologiquement? Tu vas nous le dire. Oui. Merci. Non, mais oui, mais ben, voilà. Vous avez mon sentiment sur la chose. Bon. Non, c'est... Alors, non, je me dois d'en parler, mais je me dois aussi de donner mon avis. Donc, Reassert... Oui, ça c'est clair. On est sur un podcast d'opinion ou on n'est pas sur un podcast d'opinion? On est sur un podcast d'opinion. En vidéo et en audio. Quand vous aurez compris ce que c'est qu'un podcast, après on partira d'opinion ou pas d'opinion. Bon, à l'Institut Fraunhofer et des partenaires industriels ont lancé un... Bon, on va faire de l'opinion sans faire de podcast. C'est autre chose, bon, ça. Ouais. Du pot de pignon ou du non, mais c'est bon. Picasse. Allez, on va parler d'un truc suisse. L'Institut Fraunhofer et des partenaires industriels ont lancé un grand projet qu'ils appellent Reassert pour faire du moteur électrique pour l'économie circulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils essayent de fabriquer des moteurs en prenant en compte tout le cycle des moteurs électriques, notamment destinés aux véhicules électriques, en prenant en compte tout le cycle de vie de la machine. C'est-à-dire que, une fois que la machine a fait, a vécu sa vie, il faut pouvoir récupérer les terres rares, le cuivre, sans que tout soit noyé dans une colle ou dans une résine qui fasse que ce soit très dur de... Tout est récupérable je vous pose la question sans connaître vraiment la réponse, mais est-ce que tout est récupérable? Des roulements, par exemple, là c'est de la mécanique, on s'éloigne de l'électrique, mais est-ce que même ça c'est récupérable pour une raison ou une autre, refondu, réutilisé? Oui, refondu, tout est... D'accord. Oui. D'accord. Cependant, les articles qu'on a vus dans la presse, et il y en a eu plusieurs, étaient en grand titre... Un nouveau moteur électrique utilisable pour des millions de kilomètres, c'est formidable, c'est machin. Bon, alors j'ai chroniqué il y a quelques mois Valeo qui disait qu'il avait inventé un nouveau type de moteur sans aimant. Alors bon, il remplace les aimants par du bobinage. C'est un type de moteur qui existe, il n'y a pas de souci. Donc, enfin, depuis la nuit des temps, il existe des entreprises qui font de l'électrotechnique et de l'électromécanique qui reprennent des gros moteurs électriques et qui sont capables de sortir le bobinage, de remettre des aiguilles, de refaire un collecteur s'il y a besoin de refaire un collecteur, de changer les roulements, de changer les armes. Donc, bon, oui, c'est un projet. Alors, ils ont mis de l'intelligence artificielle là-dedans pour que savoir qu'est-ce qui peut être... faire tourner des algos là-dessus. Mais ça ressemble à du bon sens, tout ça. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre ce projet. Alors, oui, il y a même des liens pour dire que c'est un projet européen subventionné, tout ce que vous voulez. Oui, peut-être. Alors, deux choses. Première chose, un moteur électrique. Donc, évidemment, avec le nombre de véhicules qui vont sortir des chaînes de production, il y aura beaucoup de moteurs électriques. Cependant, dans une voiture, il y a des tonnes d'autres choses que des moteurs électriques et des tonnes d'autres choses qui tomberont en panne bien avant les moteurs électriques. Est-ce qu'on doit tout recycler? Est-ce qu'on sera capable de recycler des moteurs pour qu'ils aillent aux millions de kilomètres dont on parle? Est-ce qu'en allant plus loin, est-ce que vous serez prêt à aller chez le concessionnaire à acheter une voiture neuve et on vous dira le moteur électrique, certaines pièces viennent, c'est du réemploi, c'est de la seconde main. Ça peut être un argument commercial dans certains milieux, j'ai envie de dire. Oui. Moi, je pense que il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à ces contraintes et qui peuvent dire je suis content, j'ai acheté une voiture où les portières elles sont peut-être en plastique, mais c'est du plastique recyclé d'une autre voiture qui et qui préfèrent le voir comme ça en se disant je suis prêt à payer un petit peu plus pour avoir quelque chose qui n'est pas certes pas tout neuf mais qui est du recyclage. Un petit peu plus ou un petit peu moins? Ça c'est la question. Je sais pas. Ouais. Donc, vous avez compris mon avis sur la question. Bien sûr. Oui.
l'étude a montré que de toute façon, un véhicule électrique, ça devient écologique versus un véhicule thermique en comptant la production au-delà de 90 000 km, ce qui est déjà... 90 000, si vous faites 10 à 15 000 km par an, ben voilà, ça vous donne le temps qu'il faut pour que écologiquement elle soit amortie. Et alors, ça m'a amené une réflexion, ce truc-là. C'est... j'ai regardé une locomotive. Alors, j'ai pris le cas de la France. Je ne sais pas s'il y a des fanats du ferroviaire qui nous regardent. On sait ça. On connaît un peu les locomotives en Belgique, tu sais. Oui, alors les locomotives bébés qui marchent en fret ou qui marchent qui tiraient des corails avant, quand on n'avait pas... Maintenant, on n'a que des automotrices. Mais avant, on avait une locomotive qui tirait des wagons. Des wagons. Des wagons. et donc, il y en a... Enfin, il faut savoir que les machines électriques qui sont dans ces locomotives, il y en a qui ont fait 11 millions de kilomètres. Il y a une bébé... Ceux qui on voit ce que c'est. C'est des grosses locomotives. C'est des grosses machines avec les grilles sur le côté, là, et l'avant qui va... Enfin, très découpé, là. Et ben, ça va à 11 millions de kilomètres. Et pour autant, je suis sûr qu'on n'a pas sorti 15 fois le moteur de la loco pour le refaire. Donc, oui, la massification... Une question d'entretien aussi. Une question d'entretien aussi. Oui, mais la masse de véhicules électriques qui vont sortir vont tirer les coûts vers le bas, et donc on va devoir faire des choses qui... Je suis d'accord. Oui. Mais c'est vrai aussi avec des moteurs à énergie fossile. On avait vu, je pense que c'est avec Thierry d'ailleurs, mais tout à fait en dehors d'un podcast, mais on avait vu des vidéos qui parlaient des véhicules. On va pas se cacher, on aime bien les véhicules de loisirs, Thierry comme moi, les fourgons aménagés, les camping-cars et autres. Et il y a des collectionneurs qui ont de vieux camping-cars qui ont 30, 40 ans, même des fois peut-être plus, c'est rare, mais qui donc, du coup ne peuvent plus rouler avec parce que c'est des vieux Mercedes, par exemple, qui sont, que tout le monde s'est dépanné, qui ont fait peut-être 500 000 km déjà. Et la question, c'est de savoir, on interdit de rouler avec ces véhicules-là dans des zones de basse émission ou autres, ça dépend comment on les appelle dans chaque pays, mais bref, vous avez compris de quoi je veux parler, alors que ces véhicules sont peut-être d'un point de vue écologique largement amortis. Donc c'est un peu le même principe. Si je te suis, Aurélien, on est un peu sur la même veine de se dire, bon, est-ce que finalement, quelque part, oui, s'il fume pas noir, s'il consomme pas 100 litres au 100, etc., est-ce que finalement, cet engin ne serait pas encore quelque part, ça serait plus coûteux de le remplacer par une machine neuve, fabriquée là, maintenant, d'un point de vue écologique, que de le garder encore un an ou deux, quoi. C'est une question qui reste en suspens pour moi, mais j'ai pas la réponse. Un jour, peut-être, je trouverai quelqu'un un spécialiste, un expert qui pourra répondre à cette question, et je vous en ferai part ici. Mais pour l'instant, moi, ça reste une question qui reste un petit peu en c'est sûr suspens. Que par rapport aux propriétaires de camping-car qui en changent tous les 2 ans pour avoir le dernier modèle, c'est rare ça, parce que c'est quand même le prix d'une petite maison, et donc changer tous les 2 ans, ça c'est quand même assez rare de voir ça. En général, ça s'amortit sur une période quand même beaucoup plus longue. Quand le budget de base, c'est quand même 70-75 000 euros, enfin 75 000 euros. Mais ça se revend quand même. Enfin, il y a un marché de l'occasion. On est bien. Voilà, il y a un marché de l'occasion, et donc tu peux aussi te dire. Mais là, on rentre dans d'autres considérations, parce qu'il faut savoir que quand tu achètes un camping-car, il perd déjà 20% de sa valeur. C'est-à-dire que si tu le revends le lendemain, c'est 20% en moins d'office. Et puis l'année suivante, c'est 10% en moins de nouveau, puis encore 10% en moins, puis ensuite. Donc il vaut mieux le garder jusqu'à un certain degré, jusqu'au moment où peut-être que le prix du camping-car remonte. Mais c'est vrai pour tout, hein, ça c'est voilà. Bref, là on ferme la parenthèse parce qu'on s'égare un peu, mais sur le principe, je comprends ton sentiment, Aurélien. Je pense que Thierry aussi, si tu as un truc à rajouter par rapport à... On revient sur l'électrique, là, sur le concept de ce moteur, soi-disant, plus recyclable qu'un autre moteur électrique. Est-ce que c'est pas un peu du bullshit? J'aime bien l'exemple de la locomotive là, qui a fait combien de millions de kilomètres? 11 millions. 11 millions de kilomètres.
Ça me fait penser à mon boucher, hein, j'habite juste à côté, juste au-dessus, et qui m'a informé Chacun vient que... avec sa petite histoire. Moi, Non, mais alors attends, tu vas voir, je vais boucler la boucle, puisque en fait, il se trouve que il va arrêter parce qu'il arrive à la retraite, et puis par la force des choses, il nous parle de comment c'était quand il a pris ce business. Il a racheté le fonds de commerce au précédent boucher, et les frigos qu'il a récupérés, ben ils ont tourné encore plusieurs dizaines d'années suite à l'installation du premier boucher. C'est que dernièrement qu'il a changé toute cette installation électrique, principalement les frigos, pour changer en fait le format et tout, mais autrement, effectivement, la machine, un peu comme l'image de la locomotive, je pense que la conception de cette époque était tellement solide qu'on était sur quelque chose qui était fait pour durer, là où peut-être les appareils, ou voire les moteurs électriques qu'on fabrique maintenant, c'est plus la même fiabilité, ou c'est plus fait pour durer aussi longtemps. La locomotive qui fait 11 millions de kilomètres, moi ça me fait penser effectivement, puisqu'on parlait de véhicules, de certains camions, de certaines marques qui ont eux aussi fait 15 fois le tour de la Terre. Des autocars. Les autocars, voilà. Donc c'est vrai que c'est comme tu dis, Marc, c'est un peu frustrant de voir que sous le couvert de certaines règles et tout, l'actu fait que la Suisse vient de se faire taper sur les doigts. Hein, la Cour européenne vient de taper sur la Suisse pour inaction climatique. Semblerait-il, voilà, exactement, on fait pas assez et tout. Il faut savoir que nous, 2035, on n'en a rien à fiche. Hein, on va pas passer à tout l'électrique. On va continuer à acheter des voitures thermiques. C'est un autre débat. Mais en fait, ça revient au débat de se dire, est-ce qu'il faut pas reconnaître que ce qui avait été fait avant était mieux conçu, fait pour durer, là où maintenant on est vraiment sur l'obsolescence programmée sur pas mal de choses. Je fais juste une toute petite parenthèse par rapport à ton explication avec ton boucher, que tu salueras au passage. C'est que les vieux frigos, à une certaine époque, utilisaient du gaz fréon. Et qui est un gaz à effet de serre, un gaz assez puissant, enfin très très destructeur. Ouais, moi je parlais que de la partie mécanique électrique. Hein. Ah oui, parce que ça, à un moment donné, ils ont dû, sans doute comme dans tous les pays, supprimer le fréon et le remplacer par un autre gaz rare. Donc voilà. Oui, Aurélien, tu voulais rajouter un truc? Oui, il y a juste une différence, c'est que la locomotive à 11 millions de kilomètres, bon, il y en a eu produites, mais il n'y en a pas des séries comme les séries de moteurs de véhicules électriques qui vont se faire. Et donc forcément, le volume étant énorme, on va chercher et la concurrence étant énorme aussi, on va chercher à réduire les coûts à mort. Et bon, peut-être parfois au détriment d'une certaine fiabilité. Oui, c'est ça. Oui, d'une part, et toujours, enfin, là on revient au tout premier sujet, Aurélien, c'est l'obsolescence programmée. Souvent, il y a ce doute qui plane. Alors, on peut se dire aussi, est-ce que ça vaut la peine de mettre beaucoup de moyens sur une fiabilité à long terme, sachant que la technologie va évoluer et qu'on fera peut-être autre chose dans 5 à 10 ans? Ça, c'est un argument que moi j'entends régulièrement en disant, ça vaut pas vraiment la peine de beaucoup mettre de pognon dedans, parce que de toute façon, on aura autre chose dans 5 ans. Ouais, donc, c'est ça. voilà. Il faut un peu se remettre en question et réfléchir à ça, mais c'est un tout autre débat. Un jour, on fera peut-être un débat, une table ronde, je sais pas comment on appelle ça, un podcast, par exemple. Par exemple. V, la lettre V comme vin. Vin. J'en ai à la maison. 20, enfin... j'ai les mêmes en France. 20, Thierry, quand le vin est meilleur avec des lunettes. Oui, voilà. Quand t'es bourré, voilà. Non, c'est pas ça, ce sont des lunettes assistées par intelligence artificielle pour mieux tailler les vignes. Dingue. C'est ça. Je suis tombé sur cette news typiquement helvétique, puisqu'il s'agit d'une start-up suisse installée effectivement en Valais, et qui a collaboré en tout cas avec un institut de recherche que je connaissais depuis de nombreuses années, ce que j'ai appris pas par cette news mais dernièrement dans des rencontres, c'est que cet institut de recherche qui se nomme l'IDIAP est connu dans le monde entier. Comme quoi, des fois, sans faire exprès, le marketing peut travailler à notre place pour briller et faire briller les talents d'ici. Alors, 3D
je vais le dire en anglais parce que je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. 3D to Cut, ça s'écrit 3D 2 Cut. C'est la start-up qui porte ce projet. Il faut imaginer des lunettes qui sont peut-être un peu plus épaisses qu'une paire de Ray-Ban, en tout cas au niveau monture. Elles sont équipées d'une caméra. À terme, on veut faire que la technologie permette de faire que ça se passe tout dans les lunettes, c'est-à-dire que vous puissiez avoir la reconnaissance de forme, par exemple, devant vos cèpes de vigne, grâce à la caméra incorporée, mais que en plus vous puissiez voir dans les lunettes la transmission de l'image en surimpression pour vous aider justement à tailler les cèpes de vigne correctement. Pour le moment, ça se fait sur un écran délocalisé, c'est pour ça que voilà, on en est encore à l'étape d'un proto qui est pas encore forcément utilisable tel quel, mais à terme, je me fais pas trop de soucis qu'on arrive avec de l'affichage laser ou avec d'autres procédés à afficher tout ça dans la paire de lunettes. Puis en fait, c'est vendu sur l'idée qu'on va vous assister dans la coupe du cep de vigne, puisqu'en fait, il faut couper le bon embranchement, la bonne longueur. Il faut imaginer que vous avez... Voilà, ouais, il faut imaginer que l'intelligence artificielle va modéliser vite fait, grâce à la caméra, le cep de vigne qui est devant vous, et il va peindre en vert et en rouge les branches pour vous indiquer quelles sont les branches ou les embranchements de branches que vous pourriez couper pour pouvoir effectivement tailler la vigne correctement pour qu'après, à partir de cette coupe, il y ait la production de fruits et de vignes, et donc de vin. Voilà, la boucle est bouclée. Donc c'est un joli projet que j'avais envie de partager avec vous, parce qu'en fait, je réalise que même dans le monde du vin, il est possible d'innover. Et puis, c'est marrant que ça se passe en Suisse, là où... pour d'autres innovations, j'avais vu des choses dans le monde du vin, ou en tout cas dans la dégustation du vin en France, comme quoi il y a aussi peut-être des bons vins en Suisse. Voilà, sûr, donc suivez de près 3D to Cut. Le fendant, c'est du vin suisse, le fendant. Je dis pas voilà, exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui est typiquement valaisan, mais que les Vaudois aiment bien rappeler que effectivement les cépages viennent du canton, et ce qui est vrai d'ailleurs, hein, il y a certains cépages qui ont été exportés d'un canton à un autre, et puis on a simplement renommé les vins qui ont été produits avec ça. Voilà. Alors moi je pense que, alors c'est bien, c'est une technologie... Je vais faire une plaisanterie, je vous préviens. C'est une technologie qui est à l'avant-garde, etc. Et je crois qu'ils n'ont pas encore totalement confiance dans leur technologie, parce qu'ils sont équipés évidemment du fameux sécateur, de leur outil qui leur dit où couper, mais malgré tout, ils continuent à porter des gants de sécurité. Donc leur technologie peut encore confondre avec un doigt. Donc je pense qu'il va falloir faire attention à ce détail. Non, mais je pense qu'à la fin d'une journée à tripoter des cèpes de vigne, je pense que tu es content d'avoir des gants, parce que c'est quand même bien charnu, hein, les cèpes de vigne. Bien sûr, d'ailleurs maintenant c'est des sécateurs sur batterie, hein. Ils ont des sécateurs sur batterie maintenant, électriques. Exactement. Hein, avec une grande pression, Ouais, et ça va plus vite, ils se fatiguent moins, etc. Mais malgré tout, il faut être toujours, quand on utilise ce genre d'outils, précautionneux. Mais moi, je trouve ça une bonne idée, parce que c'est effectivement... Je pense que on a aussi des vignes en Belgique. De plus en plus, changement climatique aidant, ça se restructure. On commence à avoir il y a des cépages, etc. Et des vins belges qui sont, paraît-il, d'après un de mes camarades œnologues, qui sont de bonne facture et sont prometteurs pour un avenir. Voilà. Si j'ai l'occasion, je te présenterai l'œnologue en question. Avec grand plaisir. Et qui me dit, il m'en avait parlé, je pense que c'est lui qui m'en avait parlé, qui m'avait dit, on fait venir des gens de certaines régions françaises pour venir former des gens chez nous à la taille de la vigne, parce que c'est vraiment une science très particulière. On fait pas ça n'importe comment. C'est pas juste comme tailler les rosiers, quoique tailler les rosiers, ça peut être aussi une science, hein, soyons honnêtes. Ce que j'ai oublié voilà.
tailler la vigne, excuse-moi, tailler la vigne, c'est à la fois effectivement pour optimiser la production, mais c'est aussi pour garder la santé saine Oui, bien sûr. du C'est préserver oui. voilà, ouais, les maladies, les choses comme ça. Ouais. Voilà. Aurélien, un truc à rajouter sur la vigne Non, mais vous comptez faire de la bière aussi avec les vignes belges ou pas? Non, ça on sait comment faire. Hein. On n'a pas besoin de sécateurs nécessairement pour ça. Donc, ça on connaît bien. Tu sais, t'inquiète. Vous et votre tourtelle, hein, c'est quand même toujours compliqué la bière. Je comprends pas pourquoi Aurélien continue à m'attaquer sur des trucs comme ça. Il sait quand même que je vais répliquer. On a fait le tour de l'actualité, enfin en tout cas de ce que vous considérez être comme de l'actualité technologique cette semaine. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que oui, c'est de l'actualité technologique. Et n'hésiteront pas à mettre des commentaires, mettre des pouces vers le haut, des étoiles sur les applications de podcast, etc. En général, je dis ça à la fermeture du truc, en se disant, ben voilà, comme ça, on a bouclé la boucle. Faites-le maintenant, hein, avant le dossier, comme ça c'est fait, les pouces et tout ça, les commentaires, bienvenue aussi, parce que là, on va attaquer la grosse patate, le dossier. Il nous reste un peu de temps pour parler de son et de bon son, s'il vous plaît, merci. 1, 2, check. 1, 2. Est-ce que le son est bon? Question qu'on va poser. Aurélien, on va parler de smartphone. T'es tombé sur un article qui résumait un peu la situation. On va parler d'audio, de son, spécifiquement dans nos appareils, nos smartphones, les appareils mobiles, etc. Parce que finalement, c'est encore là qu'on en consomme le plus, du son en tout cas, et avec plus la proximité des oreillettes, des écouteurs, etc. Donc, ça vaut quand même la peine de se pencher là-dessus. J'avais dit du mal d'ailleurs la semaine passée, je pense, quand on a parlé de son, de ces fameux écouteurs qui ne nous délivrent quand même pas un son d'une énorme qualité et d'une énorme fidélité. Et on va en parler justement, Aurélien. Oui. Alors deux choses, déjà il y a eu un premier dossier sur le son et la numérisation du son il y a 2 semaines, je crois. Je sais plus. J'avais écouté ça avec grand intérêt et je suis tombé sur un article qui présente un article un peu de fond qui présente un peu l'audio dans la téléphonie et les smartphones. Alors on parle de la qualité de l'audio, hein. On parle des premiers GSM qui n'avaient que des souvenez-vous, hein, les Nokia avec leur sonnerie monophonique là, et on pouvait, je me posais la question tout à l'heure en marchant, et on pouvait, vous dites si je dis une bêtise, mais on pouvait créer des sonneries en faisant telle et telle tonalité pendant tel temps. Ça vous parle ça? Il me semble qu'on pouvait faire ça. On pouvait en télécharger sur Internet, parce que j'en ai mis moi-même sur Internet des sonneries qui ressemblaient, ça ressemblait à des fichiers MIDI. Vous voyez, les petits fichiers qu'on pouvait utiliser et qui servaient. Voilà. Et alors, on avait comme ça des sites d'une marque ou d'une autre qui mettaient en ligne des sonneries gratuites. Et il y avait aussi des sites payants où on payait quelques centimes d'euros pour obtenir le générique de Star Wars, mais en monophonie, effectivement, et donc une note à la fois, et de manière assez agressive. Je vais en parler après. Et donc, l'iPhone a commencé à un peu révolutionner tout ça, puisque on a commencé à avoir sur les premiers iPhones des haut-parleurs dignes de ce nom. Nokia aussi et à chercher à avoir une bonne expérience de la musique avec le smartphone. On a commencé à avoir des haut-parleurs stéréo. Il y a eu des collaborations avec des fabricants de matériel audio qui sont venus designer des haut-parleurs. HTC, Sony, voilà, on fait ça. Et donc de plus en plus, et c'est de plus en plus, on a du matériel audio, des DAC, donc Digital to Analog Converter, dans les smartphones qui sont de plus en plus haute qualité, et on cherche à vous retransmettre un son d'une qualité de plus en plus forte.
Alors, vous lirez cet article-là, il y a une chronologie qui montre bien d'où on est parti et où est-ce qu'on est, et on va essayer de dégrainer un peu ça. Moi, ce que je voulais, avant tout, là, donc je vous ai dit, il y a 2 semaines, on a parlé de numérisation du son, mais moi, je voulais parler un peu de choses fondamentales. D'audio analogique. Qu'est-ce qu'un son? Oui, un son, oui, c'est bien de le rappeler. Oui, vous aviez parlé, c'était l'épisode 440 et on avait parlé du fameux La 440. Alors, pourquoi on parle du La 440? Parce que une note, en tous les cas, vous prenez un instrument, une note, c'est une fréquence. C'est une fréquence, une sinusoïde, avec une alternance positive et une alternance négative, centrée sur 0, à une certaine fréquence. Donc 440 Hz pour le fameux La 440, que quand vous décrochiez le combiné, vous l'aviez. Quand on avait un combiné, parce que maintenant ça n'existe plus, on me l'a fait remarquer. Moi j'avais fait ça, j'avais fait cette blagounette et on m'a dit mais on n'a plus de téléphone. Quand on pousse sur le bouton vert du smartphone, on n'a pas la tonalité. C'est vrai. C'est con. C'est vrai. C'est vrai. Et donc si vous voulez quelques ordres de grandeur, donc c'est un La, c'est un 440 Hz. Si vous voulez le La à une octave suivante, vous décalez d'une octave, vous doublez la fréquence, donc 880 Hz pour le La suivant. Et puis chaque note, entre ces deux La, le Si est à 493 Hz, le Do est à 523, le Ré est à 587. Bon, c'est pas une échelle linéaire, mais donc vous imaginez que sur un graphique avec en abscisse le temps et en ordonnée une amplitude, vous avez une sinusoïde qui va être plus ou moins rapide, et donc qui va générer des pressions acoustiques plus ou moins fréquentes, et qui vont venir être perçues par vos oreilles, et qui vont vous donner une hauteur de note. Plus c'est grave, plus la fréquence est basse, plus c'est haute, plus la fréquence est haute. Et ce que je voulais essayer d'expliquer, c'est ce que Joseph Fourier, le mathématicien des années 1800 et quelques, a trouvé, c'est qu'en fait, vous prenez n'importe quel fichier son, donc qui est toujours sur votre graphique, une amplitude qui évolue n'importe comment, peut se résumer, Fourier a mis ça au point, a mis ça... à théoriser ça. A théorisé, a dit que n'importe quel signal de n'importe quelle forme pouvait se résumer à la somme de plein de sinusoïdes à différentes fréquences. Donc en fait, on arrive à expliquer avec ça les signaux temporels et les signaux fréquentiels, le passage de l'espace temporel à l'espace fréquentiel. Vous avez certainement entendu parler de la FFT, la phase Fourier transform, la transformée de Fourier, qui vous permet de prendre n'importe quel signal et de vous dire, dans ce signal-là, j'ai une sinusoïde à 440, j'ai une sinusoïde à 800, j'ai une sinusoïde à 1000, j'ai une sinusoïde... Voilà. Et quand vous écrivez ces sinusoïdes-là et que vous les sommez entre elles, vous allez retrouver votre signal temporel. C'est la décomposition spectrale d'un son. Alors, il faut savoir qu'on a différentes fréquences qu'on représente sur un graphique. Donc, en abscisse, on a la fréquence, et en ordonnée, on a l'amplitude. Et on va se retrouver avec différentes raies, ce qu'on appelle des raies spectrales, avec nos différentes fréquences qui sont présentes dans notre signal temporel. Et pour la reconstruction, on a besoin aussi de savoir quelle est la phase, c'est-à-dire comment ces signaux sinusoïdaux, ils sont calés les uns par rapport aux autres. Et j'y reviendrai dans la suite. C'est un principe qui est utilisé dans quelque chose que vous utilisez certainement tous les jours. Donc, à partir du moment où vous êtes passé du temporel au fréquentiel, vous avez donc le spectre. Et à partir du moment où vous avez connaissance de ce spectre, vous pouvez appliquer tous les traitements fréquentiels qui existent. Alors je vais en parler, je vais parler de filtrage. Vous entendez certainement parfois parler de filtre passe-bas ou filtre passe-haut. Qu'est-ce que c'est qu'un filtre passe-bas? C'est un filtre qui va laisser passer toutes les basses fréquences, et à partir d'un moment, vous allez atténuer toutes les raies du spectre qui sont supérieures à une certaine fréquence, et donc vous allez couper tous les aigus. Le passe haut, c'est l'inverse. Vous allez garder toutes les hautes fréquences, et les basses, vous allez les couper. Et donc, vous avez certainement vu un équaliseur. Un équaliseur, c'est quoi? C'est
le fait que vous allez amplifier ou diminuer une certaine bande de fréquence pour avoir un meilleur son audio. Donc là, je parle que de vidéo analogique. Juste une petite correction, c'est pas... C'est parce qu'il faut s'entendre sur les termes, c'est pas pour avoir un meilleur son audio, c'est pour modifier le son. Pardon, voilà. j'ai pas dit meilleur. Oui, je voulais pas dire meilleur, je voulais dire pour avoir un son à votre goût. Ouais. Oui, c'est ça. Pour le corriger, on va dire. Oui, corriger. Voilà. J'en ai fini. Voilà. Je pourrais en parler des heures, mais... Ah oui, parce que je m'en doute, s'il y a aucun... C'est clair, on va pas rentrer dans tous les détails non plus, mais c'est important de rappeler ce que c'est. Et alors après, comment on stocke cette information, ça on en a parlé il y a 2 semaines, comme tu disais, sous forme digitale, et avec quels moyens on peut les stocker. Pour l'usager que nous sommes, que vous êtes, que tous, sans être ingénieur du son nécessairement, vous savez tous la différence qu'il peut y avoir entre la mono, donc ce que vous entendez là, nos voix, et la stéréo, une chouette invention qui est en fait en gros 2 signaux mono, mais qui ne disent pas la même chose. C'est un petit peu comme quand on vous met des lunettes 3D, c'est un peu le principe. C'est-à-dire, voilà, on va faire un différentiel entre l'œil gauche et l'œil droit, machin, etc. Thierry, on a la mono, et puis... à l'autre bout du spectre, aujourd'hui, on a la stéréo, mais la spatialisation stéréo en plus. Exactement. Et puis, pour reprendre un exemple qu'on avait cité dans l'épisode 440, je vais vous reparler du fameux cylindre d'Edison. Vous savez, ce grand cornet devant lequel on parlait, et grâce à la vibration mécanique, on venait tailler, on venait graver dans le cylindre le son qui se transformait en onde sonore une fois restitué en relisant le cylindre et par le même transducteur, le fameux cornet, eh bien ça se transformait en son qu'on pouvait écouter. Eh bien c'est carrément effectivement l'expression la plus simple qu'on puisse utiliser pour parler de la monophonie, puisqu'effectivement il y a un seul son, un seul canal, on va dire, un seul micro, puisque le cornet eh bien est unique pour transformer l'énergie mécanique en énergie sonore quand on le passe en lecture. Alors pour faire simple, je pourrais dire que la stéréophonie s'est multipliée par 2 ce système de prise de son, mais tu l'as bien dit Marc, c'est pas forcément le même signal. Donc on pourrait, si on voulait vraiment faire très vulgariser, dire il faut un micro gauche, un micro droite, et on a de la stéréophonie. Bien évidemment, si je me mets en face de ces 2 micros puis que je parle, on pourrait croire qu'il va avoir le même signal des 2 côtés, mais en fait, il suffit que je me déplace un petit peu ou que je revienne vers un des micros et vous allez avoir effectivement l'expression de la stéréophonie qui va se restituer dans les écouteurs ou dans les haut-parleurs. Et là, il faudra en avoir 2, puisque oui, on a aussi eu des systèmes audio où il y avait qu'un seul haut-parleur ou qu'une seule voix, je vais dire, un seul canal, pour être plus précis. On peut entendre ces variations, par exemple avec ces 2 micros, si on est équipé d'un écouteur gauche, un écouteur droit, ou d'un haut-parleur gauche, un haut-parleur droit. Mais ça n'a pas suffi pour plein de raisons. On a aussi embelli, enrichi ce son. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, il y a plusieurs dizaines d'années, on avait des grosses baffles, les gros haut-parleurs en bois avec plusieurs petits haut-parleurs, plusieurs petites membranes, le petit... je vais essayer de pas dire de bêtises, le petit Twitter pour les aigus, voilà, exactement. On avait médium et basse. C'est pas le même, voilà, exactement. Le gros, au fond, les basses qui, elles, sont pas directionnelles, donc on peut les mettre en bas, et puis il y avait une grosse caisse de résonance. Le bois était un très très beau matériau pour ça. Je reviendrai justement sur les enjeux et les défis techniques qu'il y a par rapport à ça. Et puis, le monde du cinéma, le monde de la musique, ou en tout cas pas mal d'industries, maintenant le jeu vidéo vient aussi là-dessus, on s'est dit on va aller un peu plus loin parce que nous, l'être humain, on est équipé de 2 oreilles, mais on peut se retrouver dans la rue à sentir un son qui est devant nous en haut à droite et puis entendre quelque chose sur notre gauche à l'arrière. Et c'est là qu'on a multiplié, pour faire simple de nouveau,
on a multiplié ces pistes pour multiplier les possibilités d'enregistrement. Bien évidemment, le son idéal, il faudrait autant de pistes d'enregistrement que de pistes de lecture. C'est comme ça que effectivement le 5 points et toutes les autres variantes sont venues comme ça se greffer sur ces technologies pour se dire j'enregistre le son de la voix par exemple dans le cinéma qui me vient en face, le gauche et le droite pour les ambiances, mais j'ai la même chose gauche et droite par exemple pour derrière moi pour pouvoir avoir un son enveloppant. Et puis ce son spatial, eh bien il s'est enrichi de plus en plus avec beaucoup plus de canaux, mais on a aussi travaillé sur la similarité qu'on peut avoir avec un son spatial, parce que du 5 points avec des écouteurs, j'ai de nouveau juste un petit haut-parleur dans mon oreille à gauche, un petit haut-parleur dans mon oreille à droite. J'ai pas forcément 5 haut-parleurs autour de moi. Eh bien, on a pu aussi travailler sur la spatialisation de ce son avec d'autres subterfuges. Et puis, quand on a vu ça, il a fallu aussi changer. Je vais pas faire l'étalage ici. Tous les systèmes de restitution de ce son, de l'enregistrement, de la synchronisation. En préparant ce dossier, j'étais très fier de pouvoir expliquer. Mais ça, je sais que Marc, tu le connaissais déjà aussi, que par exemple, le son a besoin d'être synchronisé. Et vous imaginez bien que toutes ces pistes, il faut qu'elles causent ensemble, mais qu'elles soient restituées en même temps. Et puis, en évoquant ces systèmes-là, j'en suis venu à parler des haut-parleurs Sonos. On n'est pas payé par eux pour pouvoir se dire, tiens, vous quittez le salon pour aller à la cuisine avec la même musique. Cette musique, elle est synchronisée. Il lui faut effectivement une ligne de synchronisation. En l'occurrence, par exemple, chez Sonos, c'est un timecode qui est utilisé. C'est un code temps qui permet effectivement de faire que le son que vous quittez dans le salon soit le même qui continue, par exemple, dans la cuisine. Dans le cinéma, on a aussi utilisé ce genre de procédé pour pouvoir faire que le son et l'image correspondent, puisque effectivement, il faut que ça se passe au même moment. Au-delà du fait qu'en plus, il y a des procédés d'encodage du son. Oui. Tous les acronymes habituels, Dolby. La liste est super longue. La liste est longue, mais l'importance est grande parce que on arrive à réaliser un mélange, un mixage quand on mixe un film, par exemple, de dire voilà, si jamais on est dans une salle qui a X haut-parleurs, j'ai bien dit X, pas X. Haut-parleurs autour de vous, ça va rendre correctement. Et si vous n'en avez qu'un deux, ça rendra aussi. Ce sera plus pareil, mais il n'y aura pas voilà. Tout est dans le même mélange son et décodé différemment en fonction du système qui va le lire. Exactement. Et ça, c'est quand même, c'est de plus en plus pointu et c'est très particulier. Et tous les studios ne sont pas capables de le mixer en plus. Donc, j'ai eu l'occasion une fois de mixer du 5.1. J'ai beaucoup transpiré. C'est rigolo. Une seule fois dans ma vie. Voilà, c'est une vraie spécialité. Il faut le cinéma et tout ce qui est illustration sonore, c'est une spécialité à part entière. Pour ce qui est de la spatialisation avec seulement 2 écouteurs, comme tu le disais, dans tes oreilles, on arrive à ça. En revenant à ce que tu disais, Aurélien, un petit peu plus tôt, tu parlais de phase et de temporalité. C'est en faisant en jouant sur la phase et sur aussi le retard de certains sons qu'on arrive à tromper le cerveau et à lui faire croire qu'un son est plus éloigné qu'un autre, par exemple, ou qu'un son va tourner autour de la tête parce que vous avez 2 oreilles et donc on va jouer sur les 2 oreilles et on va tromper votre cerveau en donnant des informations à une oreille et à l'autre, et des informations qui sont synchronisées et qui donnent le sentiment que le son passe derrière vous ou devant vous, par exemple. C'est assez surprenant, mais ça fonctionne. Et tout le monde n'y est pas sensible. Ça, c'est un peu particulier aussi, pas sensible de la même manière. Et donc, c'est des choses qui... Moi, je me rappelle, il y a déjà facile 30 ans, il y avait Roland, qui est fabricant historique de synthétiseurs, vous voyez, et aussi de traitement de son, qui avait une technologie qui s'appelait le RSS, si je ne dis pas de bêtises, Roland Sound System, je crois, ou je peux dire une bêtise. Et j'avais été bluffé, moi, parce que sur 2 petites enceintes de rien du tout, on me faisait entendre des sons artificiels, pour le coup, des sons de synthétiseurs qui me passaient au-dessus de la tête, où j'avais le sentiment, en tout cas, que ça passait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On m'a trompé, on m'a mis un 3e haut-parleur derrière moi, ou quoi. C'était assez particulier, très bluffant pour l'époque. Ça allait très très loin.
faut constater aussi que cette technologie-là, on l'utilise pas beaucoup, parce que si vous utilisez ça, par exemple, en conduisant votre voiture, vous pouvez avoir des soucis à un moment donné, parce que c'est des sons qui viennent d'un peu n'importe où. Dans votre tête, à un moment donné, vous allez avoir un petit décalage aussi. Il y a le son, et puis il y a tout ce qui va autour, c'est-à-dire le bruit. Tout ce que vous n'avez pas envie d'entendre quand vous entendez du son, Aurélien. Et alors moi, je porte des écouteurs fermés avec un casque fermé. Ça, c'est une façon de se prémunir du son extérieur, mais c'est aussi, quand on fait ce qu'on fait là, une façon de ne pas faire de l'arsène, de ne pas renvoyer du son dans le micro, de créer une boucle. Par contre, quand on a des petits écouteurs comme ceux de Thierry, qu'on voit actuellement, des AirBuds, on voudrait aussi de temps en temps se mettre dans sa bulle pour écouter du son et ne plus. Et donc là, on a le principe du réducteur de bruit qui s'est amélioré au fil des années de manière assez impressionnante. Et là aussi, il y a des choses à dire. Oui. Alors oui, je vais essayer je vais vous expliquer le traitement temps réel qui est fait, le principe et le traitement temps réel qui est fait lorsque vous utilisez des écouteurs à réduction de bruit active, puisque la réduction de bruit passive, c'est on vous met des coussinets, on vous met de la masse, on vous met des choses qui font que... Voilà. Les deux peuvent se combiner, mais en tous les cas, moi je vais... On vous isole, quoi. Voilà. L'aspect électronique. Donc vous le savez, sur ce type de casque, ou d'oreillette d'ailleurs, vous avez des micros qui vont percevoir le son ambiant qu'il y a dans la pièce. Alors imaginons que quelqu'un saute au piano et joue un La à 440 Hz. C'est pour me simplifier la vie, je dis ça. Ouais. Le micro va le percevoir. Le micro de vos oreillettes va le percevoir. Et il y a un traitement, et cette fameuse FFT, Fast Fourier Transform, qui va transformer ce signal capté de manière temporelle en fréquence, et on le passe dans un filtre qui ne va strictement rien changer à l'amplitude de votre ray spectral à 440 Hz, sauf qu'on va décaler la phase à 180 degrés. Donc, on va, au lieu d'avoir une alternance positive, on aura une alternance négative, et au lieu d'avoir une alternance négative, on aura une positive. On les déphase l'un à l'autre. Et ce qu'on envoie dans vos écouteurs, on envoie cette sinusoïde déphasée à 180 degrés dans vos écouteurs, ce qui fait que vos récepteurs reçoivent la somme de deux phases de deux sinusoïdes qui sont parfaitement déphasées. La somme fait 0, donc vous avez supprimé le bruit de ce fameux là que quelqu'un était en train de taper sur le truc. Si je peux me permettre, on a fait d'une contrainte. Parce que les problèmes de phase, quand tu parlais par exemple de stéréophonie, Thierry, avec un couple de micros, selon la manière dont on positionne ces micros, on peut avoir des oppositions de phase dans certaines fréquences, par exemple, et donc annuler certains sons. Alors qu'on fait une captation de son, on a envie d'avoir tout le son, pas juste une partie du son. Et donc, cette opposition de phase va faire qu'il va y avoir certaines fréquences qui vont être annulées, ce qu'on veut éviter, évidemment. Ici, c'est quelque chose qu'on va désirer. Et on va la créer, cette opposition de phase. C'est ça qui est original. Ouais. Et alors, là où c'est très, très... Alors, maintenant, c'est une techno qui est relativement commune, mais il faut voir il faut imaginer que donc il y a un microcontrôleur qui acquiert le son, le traite en réel et est capable de le renvoyer quasiment. Enfin, aujourd'hui, on a une. Moi, je suis toujours bluffé. C'est quasiment transparent, alors que derrière, il y a une puissance de calcul, il y a des ressources, il y a un tas de choses. Et que c'est pas le niveau aussi. On a parlé de la fréquence, c'est la même fréquence, à tourner à 180 degrés, mais en plus, il y a l'amplitude qui entre en ligne de compte aussi, parce que si l'une est plus haute que l'autre, j'utilise ces termes-là volontairement, on risque de l'entendre, on risque d'avoir un ersatz de sinusoïde qui continue à apparaître, et donc de l'entendre. Alors, dans l'article que je vous ai mis en lien, il montre, il liste des bruits qui sont très facilement, où l'algo marque très très bien, les cris stridents, les coups de feu, tout ça, ça marche. Le bruit de la ventilation dans un avion, ça marche très bien, par exemple. Parce que c'est constant, c'est à niveau constant, il n'y a pas de... Donc voilà. Jamais
sur mon casque, annulation de bruit. Ah oui, même sans écouter de musique, sans même écouter de musique ou juste pour l'annulation de bruit, en fait, pour avoir ce confort-là. Ouais, tout à fait. Ça, c'est l'avantage du truc. Donc ça, c'est le principe. Tu l'as bien expliqué, Aurélien, du casque à réduction de bruit. Thierry, on va terminer avec l'avenir, comme on le fait souvent dans ce type de dossier. On parle des défis techniques d'aujourd'hui, mais aussi de demain, par voie de conséquence, puisque ceux d'aujourd'hui sont quasiment réglés. Donc, qu'est-ce que ce sera demain ? Moi, j'ai une petite idée. Est-ce que je peux amorcer la pompe avec une petite idée ? Parce qu'on a parlé de qualité de son, une qualité de son, etc. On n'a pas parlé de fidélité du son. Et je pense que là, il y a une progression à faire sur la fidélité du son. Parce qu'on nous fait des sons qui sont certes séduisants. Oui, mais c'est des sons séduisants, agréables à écouter, mais c'est pas tel que le son a été mixé, voulu par l'artiste qui les a enregistrés, ou si ce sont simplement des captations de bruit de la nature, le merle que vous entendez, vous l'entendrez pas à la même fréquence ou avec la même amplitude ou la même finesse dans ces casques-là. Ou les mêmes contenus harmoniques. On n'a pas parlé d'harmonique, mais tu fais bien de citer le mot parce que ça fait partie des mots-clés en gros de ce dossier. Mais effectivement, on va pas avoir exactement le même son. Je dis souvent, en exagérant, qu'aujourd'hui, certains jeunes qui n'ont pas été biberonnés avec du bon son n'arrivent pas à comparer, n'arrivent pas à discerner un triangle d'une flûte. J'exagère, mais on n'en est pas très très loin, quoi. Voilà. Mais sans vouloir jeter le discrédit sur l'épisode 440, la numérisation, j'espère bien. Il est pour beaucoup. Justement, oui, mais c'est pour ça qu'on a l'évolution. Mais les sons Thierry, parce que c'est sa partie. Donc, quelle évolution ? Je suis entièrement d'accord avec vous deux parce que j'étais persuadé. Tu me parles de fidélité, Marc. Moi, j'allais commencer par des enjeux. On va peut-être pas trouver les solutions aujourd'hui, et on va pas être les devins pour dire effectivement ce que seront les futurs du son. Avec l'avancée de la technologie, mais un des enjeux, un des défis, c'est le Bluetooth, c'est la transmission sans fil. Ça, c'est clair et net. On en a parlé longuement. Mais qu'il y a des contraintes. Clairement un protocole. Voilà, c'est clairement un protocole, une façon de transmettre le son qui est à revoir, qui est à améliorer, parce qu'effectivement, on a décidé de travailler sur ce protocole pour, par exemple, les enceintes sans fil et tout. Les enjeux, pour revenir sur le smartphone, sont nombreux parce que oui, les smartphones ont gagné en puissance de son, tout en ayant cet enjeu et cette difficulté d'être dans un tout petit caisson. Je vous ai parlé avant des immenses baffles qu'on avait quand on était beaucoup plus jeune. Le caisson de bois reste un des matériaux les plus nobles, les plus appropriés pour faire un son chaud, chaleureux. Là, on est dans une caisse qui est probablement mi-métal, mi-plastique, qui est très petite en format, très petite en volume. On a aussi les membranes des haut-parleurs qu'on met dans nos smartphones, qui sont de nouveau chaque fois des enjeux. Je vous ai parlé à l'épisode 440, je crois aussi, par exemple, autant il y a plusieurs micros dans un smartphone pour capter le son, autant on va avoir de plus en plus de haut-parleurs ou de variétés de haut-parleurs à mettre dans un smartphone pour essayer de restituer le son le mieux possible. Et puis pour ceux et celles qui décident de transmettre ce son, peut-être il faudra inventer des nouveaux protocoles, des nouvelles façons de transmettre le son. On voit que le Bluetooth et le Wi-Fi sont pas l'apanage des meilleures solutions. En tout cas, on va vers quelque chose qui pourrait être amélioré, qui pourrait être aussi inventé. Et puis la compression, l'a dit effectivement Aurélien. Moi, je reviens sur l'exemple que je vous citais avant. Pour un son parfait, il faudrait avoir autant de canaux que de prises de son, mais ça, techniquement, on peut pas le faire. Il y a effectivement des beaux enregistrements. On parlait de Deutsche Grammophon. Moi, je me rappelle avoir vu des mises en boîte de certains concerts où il y avait quasiment un micro par musicien, un micro par instrument. Mais derrière, les enjeux sont effectifs. On peut pas faire rentrer tout ça sur un multi. Qui finira dans un smartphone. Sans rentrer dans trop de techniques, il y a des techniques justement qui permettent par exemple de gagner de la place, parce que la stéréo c'est pas
c'est faux de dire que c'est 2 signaux mono séparés. Non, il y a des signaux communs, puisque tu le disais toi-même. Tout ce qui est basse, par exemple, n'étant pas localisable, on retrouve le signal des graves sur les 2 canaux, par exemple, jusqu'à certaines fréquences. Et donc, il y a par exemple une des techniques qui est utilisée dans le cinéma, c'est de dire on va enregistrer le signal mono, et sur une autre piste, on va juste enregistrer le différentiel entre la gauche et la droite. Donc on a un canal qui est la somme mono des 2 canaux, et de l'autre on a une piste qui nécessite moins de bande passante et qui dit juste voilà quelle est la différence entre entre le canal gauche et le canal droit, et ensuite on a un système de décodage, tout ça en analogique, qui permet de reséparer les canaux en disant ben voilà, sur base de ce qu'on a là, on a le canal gauche et on a le canal droit. Ça permet de gagner de la place. C'était fait essentiellement justement pour la piste audio qui était le long de la pellicule, pour prendre le moins de place possible le long de la pellicule. Et qui était en visuel. Et qui était visuel, qui était un signal visuel comme de la même forme quelque part que la gravure sur le vieux cylindre ou sur le disque vinyle. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que des solutions existent, et c'est ça qui est passionnant dans le son, c'est que c'est des mathématiques qu'on cherche dans les algorithmes de compression aussi à optimiser ce genre de choses, parce qu'il y a des choses qui sont communes sur les X canaux dont tu parles, par exemple dans la spatialisation. Il y a certainement des choses qui sont communes, il y a des choses qui ne le sont pas du tout. Et effectivement, si c'est quelque chose de mixé de manière très séparée, à ce moment-là, on est battu. Je pense que les enjeux par rapport à l'épisode 440 où on parlait de l'enregistrement, ils seront sur les standards. Je vous ai parlé du Bluetooth, c'est un standard mais qui a eu plein de variantes. On avait parlé de Tidal versus les autres streamers en ligne. Je pense que les enjeux et l'amélioration pour retourner vers la haute fidélité se feront sur un standard, mais qui va concerner à la fois la prise de son, le mixage, l'enregistrement, la restitution et la retransmission, ou d'abord la transmission et la restitution. Donc peut-être qu'un jour on verra un standard qui régit du début jusqu'à la fin l'entier de ces étapes. Et on pourra dire, t'as entendu le triangle? Non, c'était une flûte. Ah oui, t'as raison. Voilà. C'était pas juste un son aigu, vaguement aigu dans le fond, à droite. Voilà. Je pense que vous avez bien fait le tour de la question sur le son. J'ai l'impression que mes chroniqueurs essayent de me faire plaisir avec des sujets. Avec certains sujets. Si les 2 prochains chroniqueurs nous viennent avec un autre truc de son, je les baffe. Non, voilà. On a ouvert le bal, c'est fini maintenant. Merci en tout cas à tous les deux, sauf si vous avez un truc à rajouter, je vous propose de conclure. Voilà, le podcast, c'est aussi de la vidéo. Voilà, ça sera le premier. Non, le podcast, c'est la vie. Oui, le podcast, c'est la vie. Merci à Thierry, merci Aurélien. On se retrouve tous les deux plutôt. Je fatigue. Très bientôt dans un nouvel épisode. La saison n'est pas terminée. Cette 10e saison des Technos n'est pas terminée. Vous le savez. N'hésitez pas. Je le répète encore une fois. Pour l'envie, n'hésitez pas à commenter cet épisode, à le partager, à mettre des étoiles, des pouces, des machins, etc. Nous, ça nous rapporte rien en argent, donc. Mais par contre, qu'est-ce que ça peut nous faire plaisir de savoir que notre travail a été salué et que du coup, ça génère aussi des nouveaux auditeurs et voyeurs. C'est n'importe quoi. Merci à tous. C'était pas le bon bouton, c'est celui-là. Merci à tous. À très bientôt. Bonne semaine. Salut.